Bonjour, le chat. Donc ça c'est Jack, l'entraîneur de la défense de UC. Et la semaine dernière, on a pris la décision de faire un petit trip en direction du sud de Canterbury. Et le premier arrêt, c'est Rakaya Gorge. Ouais, on est à peu près 1 heure de Christchurch et on s'est dit qu'on pouvait juste arrêter, s'envoyer une petite rando pour pouvoir profiter un petit peu du paysage. Et de ce que j'ai compris, c'est aussi un lieu qui est relativement connu ici. Donc c'est une gorge creusée par une rivière glaciaire, la Rakaya, qui est connue ici parce que c'est l'une des plus grandes rivières braided du pays. Donc braided, ça veut dire que ça se sépare en plusieurs rivières puis ça se rejoint à un endroit plus loin. C'est un très bon spot connu pour les photos, notamment grâce à la couleur de l'eau qui vient directement des glaciers. Ce qui est bonnard, c'est que de base on ne devait pas du tout s'arrêter ici, mais juste en voyant la vue, on y est resté une bonne heure. Ensuite on reprend la route et comme souvent en Nouvelle-Zélande, tu t'arrêtes tous les 10 km parce que la vue change tout le temps. On s'est arrêté devant le mont Hull, c'est une montagne qui fait partie des contreforts des Alpes du Sud. Franchement, se dire que t'as cette vue-là à même pas 1h30 de Christchurch, c'est vraiment un kiff. Donc après ça, ce qu'on peut voir, c'est en arrière-plan les Mackenzie Country. Donc c'est un haut plateau beaucoup plus sec, mais il commence à se faire faim, donc on va pouvoir passer à la suite. Ici, les pies, c'est un classique, c'est un peu leur sandwich. Tout le monde en mange et chaque ville a sa backhouse réputée. À Fairlie, c'est connu dans tout le pays. Il va donc nous rester une dernière escale avant l'objectif final. Donc là, on s'est arrêté dans le vrai Mackenzie Country, à Burgess Pass. Donc les paysages verts laissent place à des grands paysages dorés et arides au milieu des collines. Franchement, c'est juste impressionnant. Et après des heures de route, on arrive enfin à l'objectif final, le lac Tekapo. C'est l'un des lacs glaciaires les plus connus de l'île du Sud, surtout pour sa couleur. Franchement, je vous laisse juste profiter. En maori, le nom Takapo signifie nuit étoilée, ce qui colle parfaitement. La zone est aujourd'hui une réserve internationale du ciel étoilé. Donc après ce petit cours d'histoire, on traverse juste le pont piéton, et puis de l'autre côté de la rive, t'as le Church of the Good Shepherd, construite en 1935 pour rendre hommage aux pionniers du Mackenzie Country. Aujourd'hui, c'est un bâtiment classé et l'un des plus photographiés du pays. Ce qui rend le paysage incroyable, c'est que le lac est littéralement coincé entre deux mondes. Les Southern Alps au nord-ouest, qui apportent la neige, les glaciers et l'eau turquoise, et la Two Thumb Range à l'est, qui bloque l'humidité et crée un climat sec. D'après les mythologies Ngai Tahu, un ancien explorateur nommé Rakai Otu a parcouru toute l'île du Sud avec son bâton sacré, Tuwa Karoria. En traversant l'île du Sud, il aurait creusé les grands lacs glaciaires un par un. Avec son bâton, il a formé Takapo, Pukaki et Oahu. La nuit commence à tomber, et avant de retourner à Christchurch, on s'est juste posé dans un bar pour se prendre un café, jouer aux échecs, et gagner pour ma part. Avec cette journée, je me suis encore régalé. Maintenant passons à la suite. Je vous souhaite donc la bienvenue dans NZ, Adventures of the SNC Coach. Donc pour commencer, on a pu retrouver les Colts, après leur retour de vacances, donc voilà, sur une grosse journée d'entraînement. On a pu faire une course en colline sur les hauteurs de Port Hills. Donc cette fois-ci, je ne l'ai pas faite, je l'avais déjà faite avant, mais un peu la flemme ce jour-là. Donc 5,3 km pour 468 mètres d'ascension, j'ai pris le téléphérique. Et la plupart des gars l'ont plié en 40 minutes. Donc voilà, c'était une bonne manière de se retrouver. Bienvenue les poulatches. Et comme petite récompense, on a pu redescendre en téléphérique pour la vue. Après ça, on a pris la direction du dojo. Donc notamment sur un gros travail sur les chutes, le savoir tomber avec ou sans ballon, version rugby ou version judo, donc en essayant de varier les situations. Donc après l'échauffement, un petit travail sur le rebond avec ballon en tant que porteur de balle, puis un petit travail spécifique chute arrière comme on peut le retrouver sur du judo, afin de pouvoir aller ensuite sur un travail avec une personne qui chute en arrière mais qui est plaquée par un autre joueur. Donc voilà, savoir enchaîner en tant que plaqueur mais aussi en tant que plaqué. Transition ensuite sur une situation assez similaire mais cette fois-ci sur un plaquage de côté, sur lequel on a pu ensuite monter l'intensité sans pour autant qu'elle soit extrême, pour pouvoir garder quand même un travail surtout en technique et en exécution.
Et après ça, on a enchaîné sur du plaquage en poursuite, pour pouvoir aussi varier les positions de plaquage. Puis on a pu terminer par un travail de lutte au sol en 1 contre 1, voilà, sur juste des situations de lutte spécifiques judo, avant de prendre la direction du club juste pour finir sur un travail en salle. On peut donc switcher maintenant avec la Div 1, donc ce week-end c'est match contre Marist Albion. Il faut savoir que cette équipe était donc en finale l'année dernière, donc c'est censé être un gros test pour savoir ce qu'on joue cette année finalement. Mais en plus de ça, il y a une rivalité historique entre les deux clubs. J'ai pas bien tout saisi, mais à la fin du match, il y a un trophée pour le gagnant. Donc pour le warm-up, on est resté sur une logique de drills à faire. Donc d'abord 10 mètres de drills vers l'avant, ensuite replacement vers l'arrière sur 10 mètres, puis 2 fois 10 mètres vers l'avant. Et juste après ça, on est parti sur un jeu ludique qu'on va appeler Blob Race. Donc c'est des shuttle sprints à faire sur 10, 20 et 30 mètres en étant lié avec des joueurs. Et à chaque fois qu'on revient au point de départ, on se lie avec de plus en plus de joueurs. Pour la préparation physique de cette semaine, on est resté sur le thème de mon mésocycle. Donc là, on est sur de la vitesse en majorité. Donc d'abord des petits exercices de pliométrie, hop jump, puis broad jump. Là ensuite c'est hop jump, puis course. Et après ça, on l'a fait de manière assez ludique, donc avec un système de tic-tac-toe, donc 3 in a row, de manière à vraiment appuyer sur cette notion de vitesse, sur les sauts et sur la course ensuite. Un autre exercice fait cette fois-ci sur l'entraînement de fin de semaine, on est sur un exercice simplement de réaction où les joueurs ont chacun un plot dans la main, jaune ou orange, et en fonction de la couleur que je donne, la personne qui a le plot doit le ramener dans son camp, l'autre doit le toucher. Donc le match a mis du temps à se lancer, c'est maintenant la 17e minute et Marist Albion a la main sur le ballon. Donc après les phases de pick and go, finit finalement par marquer le premier essai de la rencontre qui sera transformé. On est maintenant à la 23e minute et une bonne touche dans les 5 mètres adverses sur un lancement en molle qui sera finalement bien défendu, mais ensuite on finira par marquer et transformer l'essai. Pénalité plein axe pour adversaire, ça fait 3 points pour eux, donc 10-7 maintenant. Puis 15-7 avant transformation sur ce mouvement fait par l'adversaire à la 36e minute. L'essai sera transformé. Il restera quand même une dernière occasion juste avant la mi-temps sur cette contre-attaque R3. Et c'est un essai qui sera pas transformé malheureusement. On va pouvoir profiter de la mi-temps pour expliquer ce qu'on a fait avec les remplaçants sur le côté pendant ce temps. Donc pour expliquer le timing, déjà au bout de 20 minutes, tous les remplaçants sont amenés à aller dans l'embut juste pour refaire une réactivation et surtout pouvoir rester chaud pour la suite. Donc cette partie vraiment faite en autonomie par les joueurs, mais ensuite je les reprends à la 35e cette fois-ci sur des exercices de vitesse et pouvoir juste remonter un petit peu l'intensité avant la mi-temps. Reprise du match, donc 42e minute, bonne mêlée dans les 22 adverses, donc possession pour University of Canterbury. Et après plusieurs phases, le ballon finira donc dans l'embut. On prend les devants, donc maintenant score 19-17, l'essai a été transformé. Puis arrive la 63e minute avec une bonne touche dans les 22 mètres adverses. Et après une longue phase de possession, notamment basée sur du pick and go et du gros travail des avants, on finira donc par aplatir ce ballon dans l'embut. Essai transformé, score 26-17, le break est fait. Toutefois, les Maristes n'ont pas dit leur dernier mot, on est maintenant dans nos 22 mètres. Et on va assister à un essai qui sera semblable à tous les autres de la partie, c'est-à-dire une longue phase de possession dans les 22 mètres adverses. Essai transformé, score 26-24. Et après ça, on va assister à un détournant du match, donc ça sera pénalité contre nous, puis carton jaune, ce qui donne en plus une bonne occasion à l'adversaire qui ne cesse pas prier pour passer devant à la 77e minute. Il reste à peu près 2 minutes avant la fin du match, et il nous faut absolument le ballon, ce qui va être fait sur ce coup d'envoi. Et après plusieurs phases de possession, on réussit à avoir l'avantage laissé par l'arbitre et on se laisse pas prier avec un drop qui sera par contre fait à la 79e minute. Mauvaise gestion ou drop de génie, ça laisse quand même une dernière occasion qui, comme nous, réussit à récupérer le ballon sur coup d'envoi et qui, en plus, après des longues phases de possession, finit par arriver à 5 mètres de la ligne d'embut. Il reste qu'une chose à faire, c'est défendre. On finit donc le match sur un score de 29-27 pour University of Canterbury. Et par la même occasion, on gagne un bouclier qui circule entre les équipes de Canterbury. Tu ne le gagnes pas une seule fois, tu dois le défendre chaque semaine.
C'est assez pour cette semaine. Rendez-vous pour la prochaine. Bise.